Ok, très bien. Donc, on va démarrer. Petit à petit, chaque page du collectif va retransmettre et partager ou diffuser sur sa page le live de ce meeting qui est diffusé sur Facebook, sur le Facebook de la page Le Média TV et sur la chaîne YouTube du Média AE. Merci à eux pour la captation et qui se déroule aussi dans cette salle de la Bourse du Travail de Paris. La salle ENAF. Donc, voilà, juste une petite introduction pour présenter les intervenants. C'est quoi l'origine de ce meeting? C'est tout bêtement des gens qui se sont retrouvés de différents secteurs, mais notamment des grévistes des grèves contre les retraites de l'hiver dernier, de la RATP, de la SNCF, de l'éducation, mais aussi des inspecteurs du travail, et qui sont retrouvés les uns les autres à se défendre dans des rassemblements de soutien contre toute la vague de répression qui les a touchés depuis l'hiver dernier, parce que le bilan de cette grève du côté du gouvernement et du patronat, c'est d'essayer de faire payer aux grévistes la détermination qu'ils ont eue à l'hiver dernier. Et les gens qui sont autour de la table, on est nombreux, mais c'est pas pour rien. Il y a la RATP. Donc la RATP, on a Alex qui est là, qui est menacé de révocation. Menacé de révocation tout simplement parce qu'il a osé exercer le droit syndical. Et si ça, c'est pas un des secteurs symboliques des grèves majoritaires dans les transports qui ont eu lieu l'hiver dernier. Donc Alex, qui est là, menacé de révocation alors qu'il est délégué du personnel. Un cas excessivement grave. Et là encore, c'est en juillet où ils ont tapé. En fait, le déconfinement du côté de l'État, ça a signifié le déconfinement de la répression qui s'est abattue en juillet et en août, alors qu'il était très difficile de mobiliser, évidemment, dans les entreprises ou dans les lieux d'études sur toute une série de secteurs. Donc Alex, aussi Ahmed de la RATP qui est là, qui lui a pris 2 mois de mise à pied aussi pour fait de grève. Et cette grève, c'était aussi à la SNCF. Il y a aussi Éric Bezou, licencié lui aussi en juillet par la SNCF. Tout ça parce qu'il avait défendu le service public ferroviaire. Un autre secteur qui s'est battu l'hiver dernier, c'était l'éducation, contre les retraites, aussi contre les réformes Blanquer et le bac Blanquer. Eh bien, Amel, dans les Deux-Sèvres, dans l'académie de Poitiers, il y a 3 collègues qui sont suspendus. Ils passent en CAPA donc là, la semaine du 12 octobre. Ça fera 6 mois qu'ils sont suspendus, sans aucune CAPA disciplinaire, sans aucun entretien, sans même savoir pourquoi ils sont suspendus, pour des faits de grève de février dernier. C'est les collègues qui sont là. Donc, ce collectif, on les appelle souvent les 3 de Mel, et ils sont présents aujourd'hui, ils ont fait le déplacement. Aladin, Sylvie et Cécile. Voilà. Et ça encore, c'est symbolique que dans l'éducation nationale, il y ait 6 mois de suspension, c'est pour des faits de grève. C'est totalement inédit, ils sont capables d'aller jusqu'à 8 mois. Et le rectorat de Poitiers ne s'arrête pas là, puisque à la CAPA disciplinaire du 12 octobre, il a rajouté une 4e aux 3 de Mel. Il y a une 4e de leurs collègues qui sera convoquée aussi en CAPA disciplinaire. Donc ils sont venus aussi pour dire que voilà, on allait arrêter ça, l'éducation également, la vague de répression. Voilà. Donc maintenant, on est dans le jour d'après. Le jour d'après, c'était normalement des moyens pour la santé. La vérité du jour d'après, dans la santé, là on a les collègues du Rouvray qui sont là. Les collègues de l'hôpital du Rouvray, c'est un hôpital symbolique pour ces mobilisations. On les connaît tous. Il y avait une grève de la faim qui avait fait énormément parler d'elle, avec le collectif des blouses noires, etc. Pour avoir défendu que les personnels soignants ou également les gens qui étaient à l'hôpital pendant la crise sanitaire soient protégés correctement, le bilan pour eux, c'est des sanctions disciplinaires juste au moment du déconfinement. Voilà, donc ils viendront nous parler de ça. Et aussi Anissa, qui est en EHPAD,
Et s'il n'y a pas un symbole quand même de la crise sanitaire, c'est bien les EHPAD. Pour avoir défendu un protocole sanitaire correct dans les EHPAD, elle se retrouve menacée de sanctions disciplinaires. Voilà, donc merci aussi à Anissa d'être là. Donc voilà, tous les secteurs de la grève de l'an dernier. Le jour d'après, dans la santé, ce n'est pas les moyens qui étaient promis pour l'hôpital public, mais c'est des sanctions disciplinaires. Et au bout du bout, il y a aussi Anthony Smith. Tout le monde en a entendu parler. Anthony, il est là. Inspecteur du travail et représentant syndical au ministère du Travail. Et lui, c'est encore autre chose. Tout simplement pour avoir fait son travail, ce qui reste du droit du travail, qui a été cassé par les lois El Khomri, par les lois Macron. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Et pendant la crise sanitaire, tout ce qu'il a fait, c'est faire son job et essayer de faire appliquer les droits des salariés dans une entreprise. Et pour ça, il a été suspendu, déplacé de la Marne jusqu'à Melun par Elisabeth Borne. Et voilà, la grande Elisabeth Borne qui a remplacé Muriel Pénicaud. Mais si on termine aussi par les dernières personnes qu'on va présenter, c'est que c'est un exemple aussi de comment on peut gagner par la mobilisation et le rapport de force, puisque ces derniers jours, ce qu'il a gagné, c'est qu'il n'est plus déplacé à Melun, mais il est déplacé dans la Meuse, dans le département limitrophe. Il y a un maintien des mandats syndicaux, et derrière, les gens qui l'ont en fait sanctionné le ministère du Travail démissionnent, comme quoi, même face à la répression, la mobilisation, elle peut payer. Et même chose pour Gaël à la Poste, Gaël qui rentre. Voilà, la Poste et France Télécom, ce qui reste des PTT, ça a peut-être été le laboratoire de la répression au travail depuis des années. On a tous entendu ce qui s'est passé à France Télécom depuis des années, les suicides de ce qui s'est passé à la Poste. Et d'ailleurs, Gaël, il fait partie de ceux qui sont déjà licenciés depuis un moment, suite à une décision politique de Muriel Pénicaud, puisque l'inspection du travail avait refusé son licenciement, mais Muriel Pénicaud l'avait accepté. Et là encore, grâce à la mobilisation de ses collègues, qu'est-ce qui avait été gagné en justice? C'est que Gaël, il a beau être licencié, il est toujours secrétaire départemental de Sud-Post 92, il peut toujours intervenir dans les boîtes, organiser des piquets de grève, organiser les collègues. Et donc pour la Poste, c'est un super bilan. Gaël est licencié, mais il peut toujours faire le boulot de syndicaliste, ce qu'il faisait avant. Comme quoi, là encore, par le rapport de force, on peut réussir à gagner face à la répression au travail, quoi. Voilà. Non, j'oublie pas. Et il y a aussi à la Poste Vincent de la CGT FAPT 78, lui, qui est lui aussi sous le coup de sanctions suite à des faits de grève. J'ai amélioré très vite avec dans la répression au travail, c'est ce travail aussi sur les lieux d'études. C'est Victor, étudiant de lycée, le lieu d'études parce qu'ils ont fait grève, ont été victimes de répression. Victor Eroga, c'est un cas emblématique parce que c'était Parcoursup. On retrouve condamné respectant à 6 mois qu'ils ont fait, mais qui à une AG pour avoir participé à une AG qui avait été dégagée par les CRS sous décision d'un président d'université. Donc maintenant, même participer à une AG, ça serait impossible. Donc évidemment, on ne laissera pas passer. Et merci à Victor d'être là, au nom des jeunes et de la population scolarisée. Voilà. Donc, ouais, bien sûr. Et il reste encore 2 personnes, parce que c'est une vraie vague. Voilà, donc c'est Boris pour le travail social. Voilà, la santé, un éducateur qui vient d'apprendre qu'il était licencié aujourd'hui. Voilà, éducateur spécialisé, lui aussi qui a fait grève avec nous l'hiver dernier et qui vient d'apprendre aujourd'hui qu'il est licencié. On ne laissera pas passer dans le travail social comme à la santé. Voilà, on est avec Boris. Et on aura un petit invité mystère par vidéo à distance, c'est Yann Gaudin, lanceur d'alerte à Pôle emploi, qui lui a été licencié tout bêtement parce qu'il a informé des chômeurs de leurs droits, des intermittents, etc. Et ça, apparemment, c'est pas acceptable pour Pôle emploi, qui l'ont licencié. Vous l'avez compris, c'est possible de gagner face à la répression. Il y a une vague de répression. Si on s'est mis tous ensemble, c'est pour dire qu'on peut la stopper et qu'on ne laissera pas passer. Voilà, donc on va passer la parole aux collègues. Donc, c'est à... Commençons par Alex de la RATP. Voilà. Allez, c'est parti pour Alex. Donc, c'est 4 minutes d'intervention. Voilà.
Merci. Bon, pas facile de commencer après toi, David, hein. Bon, bonjour à tous. Donc avant tout, je vais enlever le masque. Ça va être plus simple. Je le remettrai après. Avant tout, je remercie toutes les personnes présentes aujourd'hui et tous les acteurs interprofessionnels qui nous ont donné la possibilité de nous rassembler à la Bourse du Travail autour de ce sujet central, donc la répression. Depuis bien trop longtemps, les violences patronales sévissent dans les entreprises publiques comme celles du privé, et elles deviennent de plus en plus graves et flagrantes. Face à cet état de fait, le premier message à entendre, c'est armons-nous face à cette vague répressive qui s'abat dans le pays, et plus particulièrement dans le monde du travail. Il n'est plus acceptable de subir des pressions, des intimidations de la part de nos patrons qui sont soutenus par l'exécutif. Ce phénomène liberticide, visant à punir et faire taire toute opinion et expression qui n'irait pas dans le sens voulu, il tente de nous retirer nos droits et nos acquis les plus essentiels. Et cela a déjà commencé depuis un certain moment. Il y a eu déjà des entreprises qui ont subi une vague répressive, donc Air France, Goodyear pour ne pas les nommer, La Poste et toutes les tous les services publics qui sont présents aujourd'hui. Ouais, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Excusez-moi, j'ai repris un petit blanc. Donc ce que je voulais dire, voilà, donc dans les entreprises, mais le plus impactant qu'il y a eu au cours de ces dernières années, et beaucoup d'entre nous sommes passés à côté, c'est la réforme du Code du travail, qui a conduit une restructuration des IRP et le fameux dialogue que prônent nos élites dans nos entreprises. En outre, ça a donné plus de champs d'action aux patrons et aux dirigeants malhonnêtes. Voilà le combat qu'on a loupé. Depuis quelques mois, les libertés les plus fondamentales sont bafouées, attaquées, remises en question par certains directeurs encadrants qui n'hésitent plus à agir en toute impunité. Ils ont clairement choisi leur camp, le camp du mensonge, de la menace, de l'intimidation, de la piraterie. Quand nous, alerteurs, élus du personnel, délégués syndicaux, travailleurs, agissant pour le bien de l'intérêt général, l'intérêt du collectif et le bien de nos entreprises, publiques comme privées. À travers cette vague répressive, nous devons faire face à nos ennemis de classe et ainsi créer un collectif, une convergence de masse interprofessionnelle, intersyndicale, qui doit s'inscrire dans les futures actions et les futures luttes. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais faire absolument cette introduction, donc je vais me présenter. Alexandre El Gamal, agent RATP depuis 2006, machiniste receveur, élu du personnel CGT, secrétaire d'instance CSE, regroupant quand même un secteur géographique de plusieurs dépôts. Donc Montrouge, Massy, Thiais, Ivry-le-Brun, Vitry. Ça représente 4000 salariés. À travers mon intervention, vous avez bien compris que je fais partie des salariés réprimés, tout comme les autres présents ce jour. La question qu'on me pose souvent, et ce qui est normal, je porte à questionnement. Du cœur, quoi qu'il se passe, ou quoi qu'il arrive, s'il y a un dérapage, c'est pas de ma faute. Je vais dire, c'est vrai qu'on nous a embauchés en 2004, des Noirs et des Arabes qui pensaient qu'ils ne savaient pas écrire et lire. Ils pensaient que nos parents, quand ils sont arrivés après la guerre, on les a menacés, on les a insultés de travailler, de fermer leur gueule. Et quand nous, on est rentrés à la RATP en 2004, ils pensaient qu'on allait faire pareil.
Mais non, ils sont détrompés. Nous, on est des Arabes et des Noirs, on a appris à lire. Et on a combattu et on combat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont le démon contre nous, contre des gars comme moi ou comme Alex, parce que cette nouvelle génération ne ferme pas sa gueule. Et moi, j'ai un truc à dire à cette direction. Au lieu de vouloir nous sanctionner, qu'elles se sanctionnent elles-mêmes. Quand on voit leur bus dans l'état pitoyeux qu'elle est, quand on voit que pendant le Covid, il y a plus de 9 morts à la RATP, et quand on voit le cas de tout ce qu'ils font à la RATP, qu'ils ne sont même pas capables de nettoyer leur bus, et aujourd'hui, on va réprimer des gens qui dénoncent ça ouvertement et publiquement. Dans quel monde on se fout? Quand on voit qu'il y a du harcèlement à la RATP, des propos sexistes, voire même essayer de licencier une femme qui a eu 2 enfants qui sont décédés, et après on lui envoie un message pour lui dire un peu à pied, on vous rembauche. Et c'est nous les coupables, c'est eux les coupables et c'est eux les voyous, quoi qu'il se passe. Nous on est non coupables de rien du tout. Nous on se bat tous les matins quand on se lève. C'est pour gagner notre pain. On se bat pour des retraites. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de leur retraite normale, ils doivent toucher 1 million. Quand j'ai ma PDGR qui se fait enfiler de 50 000 balles d'un coup, ben c'est normal pour elle. Nous, on demande 30 € et c'est une guerre. Et on doit se battre tous les jours. On se bat pour avoir une retraite digne. On ne demande pas 5 000 € de retraite. C'est un minimum qu'on va avoir retraite. C'est 1 300 voire 1 400 €. On se bat pour ça. Quand on voit mon père qui a 780 € de retraite pour payer un loyer. Mais dans quel monde on vit quand nous, aujourd'hui, on a décidé de se battre cette jeunesse, on veut nous sanctionner, voire licencier? Pourquoi? Parce qu'on a vu des Arabes et des Noirs se lever dans des dépôts? Parce qu'en 2004, il n'y avait pas assez de Noirs et d'Arabes, on nous a embauchés pour régler les problèmes dans les banlieues. Et aujourd'hui, on a décidé, 10 ans après ou 15 ans après, de nous licencier? Quand on voit tout ce qu'ils mettent en place, quand j'allume BFM ce matin et j'en vois qu'aujourd'hui, on sort une nouvelle loi qui s'appelle séparatisme. Quel séparatisme de quoi? Ils nous ont vus pour des terroristes, hein? Ils nous envoient une loi qui s'appelle la loi Savary pour nous licencier encore pire. Le premier mec qui ne serre pas la main, c'est un terroriste. Le premier qui ne fait pas la bise, c'est un terroriste. Mais c'est qui? C'est ce gouvernement qui est terroriste, hein? Un banquier au pouvoir qui veut revendre tout ce qu'il a. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on sait que c'est politique. Ce qu'ils veulent faire, c'est 2024, l'ouverture à la concurrence. Ça veut dire fermez tous vos gueules. On va prendre un exemple comme Alex El Gamal. Et Alex El Gamal, ça sera le premier CGT syndiqué qu'on veut licencier. Mais ça, la direction pense qu'on va fermer notre gueule, pense qu'on va laisser notre pote. Avant d'être qu'un camarade, c'est un pote. Et tous les jours, on est avec lui sur le terrain. Qu'elle se détrompe, cette direction de la RATP. On va tous se mobiliser. On ne va pas lâcher, on ne lâchera jamais Alex El Gamal. Si elle pense que nous, on est des canards, nous, Alex, on ne peut pas le lâcher. Et ça, c'est pas possible. Si elle croit que faire un exemple pour Alex, c'est fermer nos gueules à tous les ouvriers, ça, c'est pas possible aussi. Et je vais finir, les potes. Merci à tous. Et si on a cette force, c'est grâce à vous. Parce que on a beau être un syndicat, mais sans les ouvriers de terrain, il n'y a pas de syndicat. C'est grâce à vous qu'on a cette force et on lâchera personne. Et jusqu'au bout, on va se battre pour Alex et pour tous les réprimés. Et cette direction qu'a la merveilleuse parce qu'on a la haine contre elle. On ne touche pas Alex, on ne touche aucun réprimé. Merci à tous, les potes. Alors là, c'est à Céline Verzelletti pour le bureau confédéral de la CGT. Comme on l'a dit, il y a aussi des organisations syndicales qui sont représentées aujourd'hui. On nous signale qu'il y a des bugs sur le live Facebook là, ou le live YouTube en ce moment du média. On s'excuse, je pense qu'au niveau du média, ça va être réglé au plus vite. On va essayer de faire en sorte que les petits bugs qu'il y a sur le live soient réglés. Voilà. Ah, Céline, exactement, c'est Macron. C'est bon. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne serai pas aussi percutante que Ahmed et Alex. Je suis désolée, mais ça sort quand même du cœur. J'ai un petit texte à vous lire, hein, donc de la part de la CGT, de la direction confédérale. Mais on tenait à dire des choses qui sûrement sont importantes, mais pas que. Donc essentiellement, d'ailleurs, ce qui a été dit d'ailleurs par mes camarades, mais que la question des libertés individuelles et ou collectives, la question de la répression et de la discrimination syndicale doit s'imposer, et on l'a bien compris, comme un enjeu central, que ce soit pour les syndicats ou plus largement pour l'action syndicale et militante dans notre pays. Ça a été dit aussi, les atteintes au droit de manifester, les atteintes au droit de grève et d'action syndicale, la répression vis-à-vis des militants, des différentes formes d'antisyndicalisme, ils se sont développés, en effet, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
Elles s'inscrivent dans un répertoire d'actions gouvernementales et patronales qui consiste en effet à entraver et limiter l'action de ceux et celles qui agissent pour exprimer leur désaccord, de celles et ceux qui veulent peser sur les décisions sociales, économiques et politiques, de celles et ceux qui veulent être acteurs et actrices sur le lieu de travail ou en dehors du lieu du travail. Ces différentes formes de répression sont soit organisées par le gouvernement, notamment, par exemple, par un maintien de l'ordre particulièrement violent vis-à-vis des manifestants et manifestantes, par des interpellations et des poursuites judiciaires largement abusives, par l'arsenal législatif répressif qu'il a mis et qui continue et qui va vouloir continuer à mettre, notamment en prenant comme prétexte différents faits divers, soit par le patronat, bien évidemment, par les poursuites disciplinaires, par les discriminations quotidiennes, parce que ça aussi, ça existe et c'est particulièrement pénible, par les entraves à l'exercice syndical, favorisées par des lois, je l'ai dit, qui, tout en annonçant renforcer le dialogue social, c'est ce qui a été dit, on nous explique que oui, le dialogue social, c'est important et que c'est essentiel, que c'est ce qui fait tout, et en même temps, on s'attaque au droit du travail en limitant notamment, et pas que, le champ et les moyens de l'action syndicale. Alors la répression et la discrimination syndicale, en tout cas pour nous, elle a au moins, parce qu'il y en a d'autres, un triple impact. D'une part, elles réduisent les capacités d'action des syndicats et font payer aux militantes et aux militants, et là, ils vont pouvoir témoigner, un lourd tribut. Ensuite, elles dissuadent la syndicalisation des salariés et au-delà, l'engagement justement dans l'action collective. Et elles fragilisent les collectifs de travail dans leur capacité à se défendre, à faire respecter le droit et à en gagner de nouveaux, sans parler des coûts humains et financiers, bien évidemment, pour tout le monde. Alors oui, la bataille pour les libertés syndicales et collectives contre la répression gouvernementale et patronale est bien un enjeu fondamental pour tout le monde d'ailleurs. Et pour exemple, on peut parler aussi de la grève. La grève, elle est très liée à l'action syndicale, notamment dans notre pays. Alors, je ne vais pas remonter, je ne vais pas faire d'histoire, mais juste un peu quand même. Il faut se rappeler qu'avant 1864, la grève, c'était un délit. Après, c'est devenu simplement interdit. C'est-à-dire que ça a donné lieu à une rupture de contrat pour finir ensuite, après des batailles, en 1946, dans le préambule de notre Constitution. Aujourd'hui, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Mais de toute manière, ce qui est très clair, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre sur le droit, justement, j'en viendrai. Mais quoi qu'il en soit, les ouvriers, les salariés, et ça, c'est vraiment l'action privilégiée ici, la grève, qu'elle soit interdite, qu'elle soit un délit, qu'elle soit ci ou qu'elle soit là, elle a été largement utilisée. Et on peut dire que le droit de grève, la grève, c'est bien un fait social dans notre pays. Et donc, elle ne doit plus accepter que, justement, ce moyen d'action, comme les autres, soit entravé. Alors, je le redis, et les camarades, ils en témoignent, ils le disent, le salarié, il doit être acteur. Il doit pouvoir être acteur dans son syndicat, dans son entreprise. Nous ne souhaitons pas, nous en tout cas, en tant que CGT, un syndicalisme délégataire, mais un syndicalisme de masse, un syndicalisme de classe, qui soit un vrai outil au service des salariés qui doivent, eux, décider, qui doivent, eux, s'organiser, débattre et agir directement. Toutes les entraves à cette liberté est une entrave à la démocratie. C'est dans ce sens qu'elle nous concerne toutes et tous. C'est une entrave à la citoyenneté, au plein exercice de nos droits. Donc se battre pour défendre nos camarades, c'est essentiel. C'est une preuve en effet de solidarité. Mais c'est aussi un attachement à nos droits et libertés, à notre volonté de ne pas subir, mais d'agir en toute conscience aussi, pour bouger les lignes, écrire l'histoire et transformer notre société, dégager de vraies perspectives. Alors oui, lutter contre la répression est indispensable, tout comme obtenir de nouveaux droits. Donc moi je vous appelle, qu'on continue forcément à se battre pour que déjà tous ces camarades soient rétablis dans leurs droits, parce que vous l'avez dit en effet, les coupables, les voyous, ce ne sont pas ceux qui se battent, mais bien le patronat et le gouvernement. Et je vous appelle aussi, parce qu'on doit se battre, et ça a été dit aussi, même pendant cette pandémie où on nous explique qu'il ne faudrait plus lutter, alors qu'il y a encore plus de raisons de se battre, de lutter, je vous invite aussi toutes et tous à participer massivement demain aux grèves et aux mobilisations. Merci. Donc,
C'est à Éric Bezou de la SNCF et après, ça sera Éric Benel pour l'Union syndicale solidaire. Alors, on m'avait dit 4 heures, puis finalement c'est 4 minutes, alors je vais être obligé de faire des impasses quand même. Donc, je m'appelle Éric Bezou, je suis anciennement agent SNCF, radié le 20 juillet de cette année, pour m'être agenouillé devant ma hiérarchie pour dénoncer la soumission qui est exigée aujourd'hui des agents du service public et notamment du service public ferroviaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là par hasard, on est sur une apothéose. On est sur 20 ans, 30 ans de destruction du service public par les différents gouvernements, par des tenants, des adorateurs de l'ultralibéralisme mondialisé qui ne veulent pas que ce service public redistribue les richesses. Un service public, c'est un organe de redistribution des richesses puisqu'il est payé avec l'impôt et qu'il offre un tarif unique, un accès facile à tous les citoyens. Donc, peut-être rappeler quelques faits, puisque c'est pas très connu. Vous connaissez peut-être l'histoire de Yannick Dubois, le cheminot de Rennes, qui a été radié comme moi parce qu'il avait participé à la grève de 2018. Il y a aussi Linda Zerdi, qui a été licenciée à Rambouillet, délégué Sudrail à Rambouillet. Les deux, Yannick aussi délégué Sudrail. Mais ce qui est moins connu, c'est ce qui s'est passé à Saint-Lazare. Saint-Lazare, 2016, région test des nouvelles organisations du travail pour pouvoir gagner en productivité, parce que nous, on est des feignasses, les cheminots, on vole l'argent des Français, hein, et c'est bien connu, c'est 20 ans de calomnie dans les médias mainstream. Et donc, il y a eu Fred, secrétaire du CHSCT de Saint-Cloud, qui a été radié. Il y a eu David, membre du CHSCT de Mantes-la-Jolie. C'est pas pour rien que ce sont des membres du CHSCT. Et leurs compagnes, parce que la SNCF, elle a aucune limite. Elle discrimine aussi les compagnes des militants syndicaux ou les compagnons des militantes syndicales quand ils sont dans l'entreprise. Voilà la réalité des faits. Tous ces dossiers, ils sont saisis au prud'homme de Bobigny et ils passeront en justice. Mais tout ça pourquoi ? Pour pouvoir licencier les low performers. N'oublions pas que nous, on est dans la période post-France Télécom et que tout ça, c'est pour ça. C'est ce qui se passe en dehors de la répression. Il n'y a pas besoin d'être militant syndical pour être réprimé. Ce qui se passe en dehors de ça, c'est aussi les licenciements des parents isolés, les licenciements des agents malades, les licenciements des personnes qui sont reconnues RQTH, reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. C'est ça la réalité, qui sont mis au banc de la société. Et tout ça, ce sont des dégâts humains qu'ils connaissent bien. C'est un gouvernement d'assassins, puisque la réalité, c'est qu'ils savent très bien, après l'expérience France Télécom, et ils continuent, il faut sortir par la porte ou par la fenêtre. C'est ça la réalité aujourd'hui à la SNCF. Il y a plus de suppression de postes que de départ en retraite, comme on fait dans une entreprise qui ne peut pas faire de licenciement économique. C'est forcément par du disciplinaire, c'est forcément par des licenciements. Il y a eu des licenciements pour inaptitude, pour phobie de l'entreprise. Pour phobie de l'entreprise, Dixit, le médecin conseil de la caisse de prévoyance SNCF, c'est pas le médecin traitant qui le dit, c'est le médecin conseil de la caisse de prévoyance. C'est quand même pas rien. Et donc, dans cette transformation de l'entreprise, pourquoi ? N'oublions pas, la réforme du ferroviaire, c'est aussi une opération immobilière. Les 60 000 mètres carrés de surface commerciale à la gare du Nord, l'argent, il va aller à Auchan, plutôt que d'aller dans les trains et dans le personnel qui pourrait vous accueillir en gare et vous empêcher d'avoir un accident mortel en gare, comme c'est arrivé déjà en 2019, en octobre 2019, sur la ligne C, ou comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps dans l'Est. C'est ça la réalité. Donc, où j'en suis Moi, cette direction d'entreprise, elle n'a pas d'autre rôle que les policiers qui crèvent des yeux et qui tabassent les manifestants gilets jaunes. C'est le même principe. Cette violence professionnelle, je me suis mis un pense-bête, David. Cette violence professionnelle, c'est la même chose que la violence policière dans la rue. Et tout ça, pourquoi ? Pour avoir un pays qui se tient sage. Comme Geneviève Le Guay, je crois que c'était ça son nom. Il fallait qu'elle fasse preuve de sagesse et qu'elle ne manifeste pas. On aurait dû faire preuve de sagesse et ne pas faire respecter les droits de nos collègues et pas nous battre contre la souffrance au travail. Non, nous, on fait preuve de sagesse, justement. On se bat contre ce système qui nous tue, contre ce modèle économique qui est en train de détruire la planète. Quand on a un outil d'aménagement du territoire, comme la SNCF, et qu'on le vend au privé pour qu'il puisse faire du pognon, c'est criminel. C'est criminel. Non seulement c'est mafieux, mais c'est criminel. Et pour finir, parce que je vais me faire engueuler, donc voilà, est-ce qu'on veut un pays qui se tient sage ? Nous on dit, notre collectif, on dit non.
nous on se tiendra pas sage. On appelle tout le monde, puisque maintenant l'État montre le mauvais exemple dans le public, qu'on peut tricher, qu'on peut réprimer, qu'on peut ne pas respecter la loi, ça va être la catastrophe dans le privé. On le voit bien avec tous les licenciements qui approchent. C'est aussi pour ça qu'il y a cette répression. C'est pour qu'on puisse accepter sans trop de remous les licenciements par dizaines de milliers qui arrivent et également le prétexte du Covid pour éviter qu'on se rebelle. Alors ne nous laissons pas faire, ne soyons pas sages, soyons raisonnables, révoltons-nous. Donc, c'est à Éric Benel d'intervenir pour l'Union syndicale solidaire et après, ça sera à Boris. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation à ce beau collectif. Ce que vous faites, il faut le saluer. Il faut le saluer parce que sur cette affaire de répression, sur ces affaires de violence patronale ou de violence gouvernementale, ce qui est important, c'est de nous unir. Ce qui fait leur force, c'est nos faiblesses. Et quand on réussit à s'unir, quand on réussit à dépasser nos divisions, quand on réussit à dépasser tous les petits points sur lesquels on peut avoir des désaccords, et quand on réussit à s'unir sur l'essentiel, c'est-à-dire de défendre nos droits, de défendre nos positions, de défendre nos luttes contre le capitalisme, quand on réussit à s'unir sur l'essentiel, ben c'est comme ça qu'on commence à renverser un petit peu l'ordre des choses. Parce qu'en face de nous, il faut définir les choses telles qu'elles sont. On a un régime qui est un régime autoritaire. C'est un régime qui n'hésite devant rien. Et si les cas de répression se multiplient depuis des années, et surtout sur ces 3 dernières années, si les violences policières se développent et se multiplient comme elles le font depuis 3 ans, ou même avant, parce qu'on rappelons-nous aussi contre la loi travail, comment nous avons subi, comment nous nous sommes fait défoncer la gueule par les forces de l'ordre. Si tout ça se développe, si tout ça se met en place, c'est parce qu'on a affaire à des régimes qui deviennent de plus en plus autoritaires, parce qu'ils voient bien la réalité des choses, c'est que leur système, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle ici, comme il est à bout de souffle dans l'ensemble du monde. Regardons aussi ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe aux États-Unis avec Black Lives Matter, ce qui se passe à Hong Kong. Tout ça, c'est un mouvement général. Et ce mouvement général, ce gouvernement, comme l'ensemble des gouvernements, il en a peur. Et quand il en a peur, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire des exemples pour qu'on n'arrive pas à s'agréger, pour qu'on continue à se diviser. Et c'est notre force, le collectif. Beaucoup ont déjà cité France Télécom. S'il y a eu un procès France Télécom, c'est parce que les organisations syndicales, à l'intérieur de cette entreprise, malgré leurs divisions, et croyez-moi, les divisions, elles sont fortes dans cette entreprise, elles ont réussi à s'unir. Elles étaient toutes présentes comme partie civile au procès qui a eu lieu il y a 1 an. Elles ont réussi et elles continuent à travailler ensemble après le procès pour continuer à défendre tous ceux qui ont morflé à l'intérieur de cette entreprise. Et croyez-moi, ils sont aussi extrêmement nombreux. Ce n'est pas un hasard quand Didier Lombard dit par la fenêtre ou par la porte. Là, c'est des gens qui sont sortis par la porte. Mais combien sont sortis par la fenêtre dans toutes ces entreprises? Comme le disait Eric, je me souviens quand nous sommes retrouvés devant Saint-Lazare après le suicide d'Édouard. Et on pourrait multiplier les exemples à l'éducation, dans la santé, à la Poste, à la SNCF. La liste, elle serait innombrable de tous ceux qui sont déjà partis. Donc nous avons une responsabilité collective dans cette affaire-là. C'est d'arrêter nos divisions. C'est d'arriver à construire dans la durée une lutte sur ces questions-là, mais en les liant à toutes les autres luttes. Combien de fois ici je suis venu pour des meetings unitaires contre la répression? Ils sont innombrables, ces meetings. On en ressort plein d'espoir, mais après, nous réussissons souvent encore à nous diviser. Cessons ces divisions. C'est nos faiblesses qui leur donnent leur force. Dépassons-les. Continuons à construire, à assembler. Il y a la répression dans les entreprises, il y a la répression contre les gilets jaunes, il y a la répression contre Nuit debout, il y a la répression qui s'est abattue partout contre les ZAD, etc., etc. Unissons-nous, rassemblons-nous, parce que le projet que nous portons ensemble, parce que nous avons des projets, nous avons des propositions, nous souhaitons autre chose dans ce pays et dans le monde. Mais ce projet-là, il ne tient qu'à nous. Il ne tient qu'à nous à essayer de dépasser un petit peu les maigres choses qui nous divisent pour le construire ensemble et essayer de poursuivre ces luttes contre la répression et plus largement. Et l'exemple qui a été donné avec la bataille à l'inspection du travail,
est un bon exemple à suivre. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut poursuivre. Ce n'est pas parce qu'il va dans le département d'à côté qu'on peut se satisfaire. Et la situation à l'inspection du travail, il suffit de discuter avec n'importe quelle inspectrice ou inspecteur du travail pour se rendre compte à quel point c'est dur à l'intérieur de l'inspection du travail. Tous les outils qui sont là pour défendre les salariés sont attaqués ou ont été attaqués. La médecine du travail, l'inspection du travail, les CHSCT, les représentants syndicaux, tout est attaqué. Alors unissons-nous, défendons-nous et construisons ensemble. Notre principale force, c'est le collectif. Chaque fois qu'on l'oublie, on perd. Essayons de gagner. Merci. Donc là, c'est à Boris, du travail social. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Boris, éducateur spécialisé au sein d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile où on accompagne en fait des jeunes qui souffrent de troubles du comportement. Et en fait, je vais expliquer ma situation qui est ubuesque depuis 4 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je ne sais plus trop quand on est parce que la temporalité est un peu délicate dans ces temps-ci. Le 25 août, donc après 5 semaines de congés payés, je suis convoqué par mon responsable de site où il me donne donc un courrier pour une convocation pour en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. Donc tout ceci après 5 semaines de congés payés. Donc dans ce courrier, voilà, il est explicité que suite à un comportement inacceptable que j'aurais eu lors d'une réunion du 8 juillet 2020, voilà, je ne pouvais même pas rester au service parce que j'étais mis à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive. Voilà. Il s'avère qu'il ne s'est rien passé à cette réunion. Donc tous les collègues présents, des collègues éducateurs, psychologues, psychopédagogues, psychomotriciennes ont fait des attestations individuelles, courrier collectif également à la direction générale pour expliquer leur incompréhension de cette situation-là. Et lors du rendez-vous du jeudi 3 septembre avec la direction régionale et la DRH, qui n'était pas réellement un échange, c'était plutôt un jugement voilà, directement, les faits reprochés était en fait le fait que j'ai parlé d'infantilisation au travail, de sentiment d'infantilisation et du manque d'autonomie qu'on avait dans notre travail, dans la marge de manœuvre qu'on avait dans l'organisation de notre travail, de notre accompagnement auprès des enfants. Et juste ça, en réalité, me vaut aujourd'hui de recevoir voilà, chez moi le courrier comme quoi je suis licencié pour faute grave. C'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur avec des valeurs humanistes, de partage, de solidarité. Et c'est-à-dire que même les directions dans les associations se comportent, moi j'appelle ça comme des voyous. On parle de violence souvent, depuis un mois, là, dans tous les médias, les politiques parlent de violence. La violence, elle est comme ça, c'est-à-dire que lorsque on m'a remis mon courrier de mise à pied, j'ai demandé si c'était avec maintien ou retenue de salaire. On m'a dit, vous verrez ça le 3 septembre. Le 3 septembre, lors du rendez-vous, j'ai encore une nouvelle fois posé la question, on m'a répondu, vous verrez. Donc voilà, la violence, c'est-à-dire que même dans un secteur qu'on entend très peu, le travail social, l'humanisme, c'est vraiment une forme de déshumanisation de notre société qui s'impacte directement dans notre secteur. Et c'est vraiment ça qui je pense, devrait nous interroger dans le sens où, même dans notre secteur, on va arriver à une privatisation. On parle maintenant d'un contrat impact social dans certaines associations où les banques pourraient se mettre voilà, à avoir des parts dans les associations. On est depuis 15 ans à peu près avec des appels à projets où les associations se donnent voilà, entre elles différents projets sans réellement penser le côté humain qu'il y a derrière. Et là, moi, je suis la preuve. Aujourd'hui, je suis un qui a la parole, mais tant d'autres avant moi ont pu être licenciés et se retrouvent un peu isolés. Dans notre secteur, on n'a pas de grands syndicats ou de grands collectifs pour pouvoir nous mobiliser. Donc, moi, j'ai la chance plus ou moins d'avoir cette parole-là. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans la présence, on a quand même des lanceurs d'alerte. Pour moi, les lanceurs d'alerte sont quand même les humanistes du XXIe siècle. Au lieu d'être pris pour des humanistes, on les prend pour des voyous. Et les premiers voyous, voilà, les premiers responsables, ce sont bien ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir pensent avoir une certaine toute-puissance. Et c'est vrai que le collectif là, qui est en train de naître, je pense, doit avoir une certaine force pour pouvoir s'unir contre ces pouvoirs-là. J'ajouterais, et je finirai par ça, dans la vie, il existe 2 types de personnes. Il y a ceux qui défendent leurs intérêts et il y a ceux qui défendent leurs convictions. Moi, j'ai choisi mon camp depuis longtemps et je défendrai toujours mes convictions. Donc c'est à Victor pour Victor Héroguin. Bonjour à tous et à toutes.
Le 9 avril 2018, pendant le mouvement de grève contre Parcoursup, mais de grève aussi à la SNCF, la présidence de notre université a décidé d'envoyer les CRS lors d'une AG étudiante qui se tenait dans le campus de Nanterre. Roga et moi, on a été arrêtés, poursuivis en justice, condamnés à respectivement 4 mois de prison avec sursis pour moi, pour avoir soi-disant mordu un officier de police. Eh bah ouais. Et Roga a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir soi-disant, même pas touché, mais effleuré avec son poing, sur la base d'un simple témoignage d'officier de police, 6 mois de prison ferme pour un militant associatif de l'université de Nanterre. Des cas comme ça, il y en a plein. Au lycée Arago, des lycéens, à Rennes, à Toulouse, à Lyon, partout des militants, étudiants, lycéens se retrouvent poursuivis par la justice. Qu'est-ce qu'essaye faire le gouvernement quand il condamne un étudiant, quand il licencie un salarié, quand il éborgne un gilet jaune? Il nous demande de fermer notre gueule. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. L'avenir qui est réservé à notre génération, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Comment c'est possible de fermer sa gueule alors qu'il y a un an, il y a un jeune à Lyon, Anas, qui s'est immolé par le feu en dénonçant dans une lettre sur Facebook la précarité. On a un confinement, des mois de confinement, où les chiffres le disent. 36% des jeunes qui avaient une activité rémunérée avant le confinement l'ont perdu, ont perdu toute forme d'activité rémunérée. Zéro, rien pour se nourrir, à part le soutien, peut-être et encore, des familles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour répondre à ça? Créer des services civiques pour remplacer les emplois de licenciés supprimés dans la fonction publique? Qu'est-ce qui est fait pour répondre à la précarité de la jeunesse? À ceux qui ont faim, qui ont du mal à se loger, à se nourrir? Il y en a plein. Et donc nous, on devrait accepter cet avenir. On n'a pas de retraite. Une retraite à points. C'est ça qu'ils veulent nous imposer. Même la réforme chômage, ils veulent enlever ces droits aussi simples. On n'a pas à payer cette crise. Notre génération n'a pas accepté de payer cette crise. Et pourtant, lorsqu'on regarde les annonces qui sont faites, Castex, il n'a eu aucun problème à annoncer 100 milliards d'euros pour les grandes entreprises, y compris pour des entreprises qui ont fait de l'argent pendant le confinement. Sanofi, qui a fait de l'argent en vendant des médicaments grâce à la pandémie. C'est quoi ce délire? Lorsqu'on voit cette inégalité-là, cette injustice, mais comment on peut penser qu'aujourd'hui on va se mettre à genoux? Qu'on va accepter de faire le même sort que les jeunes de Mantes-la-Jolie qu'on a mis à genoux, forcés, filmés, humiliés, et dont aujourd'hui les familles se battent pour exiger justice? On refuse cet avenir-là. Quand on voit cette inégalité-là, cette injustice, comment ils traitent notre camp social, et comment après ils traitent les bourgeois et les riches, nous on le dit clairement, ce n'est pas des CRS dans nos facs, dans nos lycées, dans nos manifs, qui vont faire qu'on ferme notre gueule, qui vont faire qu'on courbe les chines. On va se battre, on va se soulever, on va se révolter comme l'a dit Eric. On va renverser la table, parce qu'on n'a pas à payer cette crise. Il y a quelques semaines, la ministre, dimanche, elle publie un communiqué. Il y a 10 universités où il y a des clusters. La faute, les soirées étudiantes. Non, parce que les masques, ils ne sont pas gratuits à l'entrée des universités. Il n'y a pas de dépistage aujourd'hui dans des facs où tu as 30 000 étudiants qui sont appelés à étudier. Il n'y a même pas du gel hydroalcoolique dans des amphis ou dans des salles de TD. Il n'y a rien qui est fait. Sur les 100 milliards d'euros de plan de relance, il n'y a pas un centime qui est mis pour assurer des mesures sanitaires dans les universités. Rien. Par contre, ça serait la faute des gens qui vont picoler et faire soirée. C'est du foutage de gueule intersidéral. C'est une insulte pour notre camp. Nous, on n'aime pas les insultes. Et on va imposer à notre point de vue. Jusqu'ici, et je conclurai sur ça, ils ont voulu imposer la loi du patronat sur tous les aspects de notre vie. Des conditions d'études jusqu'aux conditions de travail, en passant par les quartiers, par les militants écolos, par les jeunes écologistes, par les gilets jaunes. C'est la même logique qui s'abat sur des syndicalistes dans le monde du travail, sur des militants étudiants, sur des gilets jaunes, sur des écolos, sur tous les fronts de lutte, y compris antiracistes contre les violences policières. Nous, on le dit clairement, on va se battre et on est content de faire partie de ce collectif qui aujourd'hui a décidé de mettre un coup d'arrêt à cette offensive et d'imposer nos revendications, nos libertés démocratiques et notre projet de société. Merci à vous.
C'est tous ensemble. Chômeurs et salariés. Alors, merci beaucoup. Donc maintenant, c'est au 3 de Mel, dans l'éducation, enseignant suspendu maintenant depuis le 9 mars dernier. Et ensuite, ça sera un des soutiens politiques, la députée, la France Insoumise, Mathilde Panot. Il faut appuyer sur un truc là. Vous m'entendez? Ouais, ok. Bon, je maîtrise pas ce genre d'exercice, donc il faudra être indulgent. Donc Sylvie Contini, prof à Mel, un petit lycée, enfin lycée des Fontaines, un petit lycée rural dans les Deux-Sèvres. Alors, il faut faire des exemples, coûte que coûte. Donc, obéissant à la voix de son maître, le rectorat de Poitiers a engagé une procédure disciplinaire contre une 4e collègue du lycée des Fontaines de Mel. Nous sommes désormais les 4 de Mel, les 3 suspendus, donc Aladin, Sandrine et moi. Cécile, sorry, à titre conservatoire, donc depuis le 10 mars 2020, et Sandrine. Alors, pour rappel, tout comme plus de 300 établissements en France et en Outre-mer, nous nous sommes mobilisés pour dénoncer et manifester contre la mise en place de la réforme du bac et de ses épreuves communes de contrôle continu, les fameuses 3C. Monsieur Blanquer, à travers cette réforme inégalitaire et anxiogène, mène une politique de destruction de l'éducation nationale. Et c'est dans la répression de ses opposants que cette politique se poursuit. Sur nos arrêtés de suspension remis en mars, ainsi que sur ceux de leur prolongation reçus en juillet, aucun motif n'apparaît. Il faudra attendre le dépôt de référé au tribunal administratif pour que le rectorat, dans son mémoire de défense, communique sur ce point. Ainsi, les fautes qui nous sont reprochées sont manquement à la dignité, manquement à l'obligation de réserve, blocage des accès pour empêcher le déroulement des E3C, c'est vrai que quand on fait grève, c'est un peu dur de faire autrement, et incitation à l'émeute, ça c'est un de mes favoris. Le message est clair, sois prof et tais-toi. Eh bien non, nous sommes là, et tout comme vous, nous ne nous tairons pas. À travers nous, c'est l'ensemble du mouvement social enseignant qui est visé. Le ministère de l'Éducation nationale a perdu la confiance de ses fonctionnaires et n'est plus en mesure de contenir la contestation autrement que par le recours à la répression. La méthode est la même partout. Faire des exemples. Faire des exemples pour entretenir une politique du passage en force. Pour ce gouvernement, il n'existe pas de mauvaises réformes. Il n'existe que de mauvais fonctionnaires ou de mauvais exécutants. Ce gouvernement va même jusqu'à pousser le déni de réalité aussi loin qu'à nous faire croire que les dysfonctionnements n'existent que par ceux qui les dénoncent. Voilà pourquoi il s'en prend aux lanceurs d'alerte que nous sommes tous ici. Ce gouvernement a réussi ce tour de force qui consiste à faire croire que le lanceur d'alerte est responsable des dysfonctionnements et non pas ceux qui en sont la cause. Si le lanceur d'alerte est un danger, c'est précisément parce qu'il peut être le vecteur d'une prise de conscience. Or, précisément, pour que cela fonctionne, il faut rester dans l'incompréhension. À travers la multiplication des discours circonstanciés, à travers la multiplication des réformes, incomprises aussi bien par les personnels que par les usagers, qui visent, aussi bien par les personnels que par les usagers. Cette méthode-là vise en fait à ne faire qu'accroître la consternation et le sentiment d'impuissance des travailleurs. C'est un passage en force et cela s'apparente à une mise en scène, la mise en scène d'une crise dont on veut nous faire porter le chapeau. La méthode était bien connue déjà à France Télécom. On commence petit à petit à déconstruire, à détruire une entreprise, une institution, dans l'incompréhension la plus totale, jusqu'à la mettre en crise. Et au moment où on arrive à cet instant de crise, on dit « Voyez, les hôpitaux, l'éducation nationale sont en crise, alors il faut les réformer. » Ça, c'est une politique de la mise devant le fait accompli et elle est proprement antidémocratique. La répression est devenue précisément l'instrument de ce passage en force
qui est des plus antidémocratiques. Nous tenons aussi à soulever que, bien que les violences professionnelles aient toujours existé, un cap est aujourd'hui franchi. Contrairement au patronat qui n'a entre ses mains que le contrat de travail, l'État, lui, est garant du contrat social. Quand il s'en prend à des lanceurs d'alerte, au lieu de les protéger, quand il s'en prend à des représentants syndicaux, quand il s'en prend aux droits de grève, aux libertés syndicales et démocratiques, c'est le contrat social qu'il rompt. Lorsqu'il démantèle des entreprises publiques, qui démantèlent des services publics qui sont notre propriété à tous, dans l'incompréhension la plus totale, alors c'est aussi, et encore une fois, le contrat social qui est rompu. Tout ceci, c'est le début, c'est le symptôme d'une dérive autoritaire qu'il nous faut à tout prix contenir. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la lutte contre la répression, au-delà de nos cas individuels et personnels, deviendra l'avenir de toutes les luttes sociales, parce qu'elle permet de réagir de façon immédiate aux transformations antidémocratiques de notre société, de manière immédiate avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'on soit mis devant le fait accompli. Et je finirai simplement en disant que on nous a reproché de manquer à la dignité de fonctionnaire, on nous a reproché de manquer à notre obligation de réserve, de faire de la politique. Ce n'est pas de la politique qu'on fait ici. On essaye simplement de mettre des mots sur ce qui se passe. Et en faisant ça, on remplit notre mission d'enseignant. Car nos élèves sont les travailleurs de demain. Et en faisant ça, nous les protégeons. Nous ne voulons pas que le seul avenir qui leur soit proposé, c'est un monde du travail où règne la violence. Le ministère de l'Éducation nationale veut faire de nous des exemples. Qu'à cela ne tienne, nous serons exemplaires. Exemplaires dans la défense de l'intérêt de nos élèves, du service public et plus généralement de l'ensemble des travailleurs. Merci à tous. Je me présente très rapidement, je m'appelle Cécile, je suis prof de maths, et puis ils ont pris un petit échantillon représentatif pour les suspendus, puisqu'il y a un prof de philo, une prof d'anglais, une prof de maths, début de carrière, milieu de carrière, fin de carrière, 2 femmes, un homme, un échantillon représentatif, histoire de faire peur à tout le monde. On a reçu enfin notre convocation pour le conseil de discipline, les CAPA disciplinaires, comme ils disent. La première page, ça finit par « En effet, vous avez… » Gna, 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 gna. Alors, vous avez… je ne sais plus les mots, mais enfin bon… Alors, c'est juste pour vous dire que, en fait, dans le service public, enfin en tout cas dans l'éducation nationale, ça fonctionne comme ça, on n'est pas présumé innocent, on n'est pas présumé coupable, on est coupable. Et à aucun moment, nous n'avons eu le temps, la possibilité de nous défendre. Donc déjà, là, il y a un scandale qui est très, très difficile à vivre. Voilà, c'est une injustice assez accablante. Donc, en fait, moi, je veux vous inviter, puisque nos CAPA disciplinaires vont avoir lieu les 12, 13, 14 et 16 octobre à Poitiers. Donc, je vous invite à un grand rassemblement le 12 octobre à 13h à Poitiers pour tous ceux qui peuvent. Ce serait vraiment bien qu'on soit vraiment soutenus. Je pense que c'est la prochaine grande date dans la lutte, en fait. Et voilà, je crois que plus on sera nombreux et plus ils comprendront qu'ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Voilà. Donc pour tous les gens du service public et pour tous les travailleurs, venez nous soutenir. Merci. Donc il y a aussi des soutiens politiques. Donc là, c'est à Mathilde Panot, députée La France Insoumise. Toujours 4 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir organisé cet événement parce que, en tant que vice-présidente du groupe parlementaire de La France Insoumise à l'Assemblée nationale, c'était important pour moi de déjà vous dire que vous n'êtes pas seul. Et puis de dire que contrairement à ce pouvoir qui est en train de vous criminaliser, de vous traiter de voyous, de vous traiter d'indignité, comme disait Aladin à l'instant, nous disons c'est vous la dignité de la République, c'est vous l'honneur de la République aujourd'hui. Et alors, en parlant de dignité, moi je voulais commencer par vous relater un petit épisode rapidement d'une chose qui est arrivée il y a quelques jours. Alors il y a quelques jours, j'apprends que le groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale s'est choisi comme président du groupe Monsieur Castaner. Là, on sent un amour du peuple vraiment très fort. Donc, je fais un tweet en notant que l'éborgneur Castaner, qui a été viré
du ministère pour son incompétence, revient par la fenêtre pour être président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et je conclus ce tweet en disant « La Macronie recycle ses déchets ». Alors là, indignité totale, on m'écrit des tweets de partout de La République En Marche pour me dire que c'est indigne d'une élue de la République. Alors, je vous conseille, si vous voulez faire un tweet à un moment, peut-être qu'on peut les appeler OVNI, organismes violents non identifiés, comme ça ils se sentiront un peu moins que recycler leurs déchets qui apparemment ne leur convient pas. Et à Macron et son monde et à ses ovnis, moi je suis là aussi ici pour répéter avec vous, leur répéter toujours que l'indignité de notre République aujourd'hui, c'est pas les mots qu'on met. D'ailleurs, ils n'ont pas réagi sur Eborgneur, ce qui est quand même quelque chose qui dit des choses aussi. Mais l'indignité de notre République aujourd'hui, c'est d'aller en manifestation, de perdre un œil, de perdre une main parce qu'on défend la souveraineté du peuple, parce qu'on défend des conditions de vie dignes. L'indignité aujourd'hui, c'est de se faire sanctionner parce qu'on défend les autres. L'indignité aujourd'hui de notre pays, c'est de briser des vies tous les jours, mais de n'avoir jamais un mot pour ces gens-là chez les puissants. C'est ça l'indignité de notre pays aujourd'hui. Alors, ils continuent à détruire nos vies, les uns après les autres, à faire une politique qui ne sont que pour les riches et à appauvrir l'ensemble de la population. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on se taise ou à la limite qu'on soit poli quand on parle. Eh bien non, nous ne serons pas polis parce que nous le disons. Macron n'est pas seulement complice de cette répression, il organise cette répression judiciaire, cette répression policière et cette répression syndicale, des libertés syndicales et associatives dans l'ensemble du pays. Et ces puissants qu'on a aujourd'hui au gouvernement, leur ennemi, c'est pas de combattre le coronavirus. Leur ennemi, c'est pas de s'attaquer à la pauvreté, alors que dans notre pays, on a 9,3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays aussi riche que le nôtre. C'est pas de lutter contre le changement climatique et ses effets, non. Leur unique, aujourd'hui, adversaire reste le Code du travail. Et nous avons mené une bataille féroce au début du mandat parce qu'ils ont commencé par ça. Ils ont commencé par supprimer des critères de pénibilité, par supprimer les CHSCT. Et nous n'oublions pas ce qu'ils ont fait, y compris aux soignants. Il y a les soignants de l'hôpital du Rouvray qui ont mené une lutte exemplaire, y compris aux soignants à qui ils disent un jour qu'ils sont des héros et qui derrière qu'ils gazent et qu'ils tirent par les cheveux. Et je pense notamment à Farida alors qu'ils demandent juste à pouvoir soigner et faire leur travail dignement. Alors moi, je voulais aussi rajouter quelque chose parce que, en fait, je trouve ça assez émouvant aussi d'être là parce que là, on est là aussi pour montrer notre force. On est là pour faire une force pour dire nous n'acceptons plus ça. Mais individuellement, c'est dur de résister à ces puissances de l'argent. C'est dur. On le voit dans sa chair. On le vit pour sa famille. On le vit pour ses proches, pour les camarades qui sont avec eux. Et cette dureté-là, elle rend d'autant plus importante la force qu'on a. Mais moi, j'aimerais aussi, et certains l'ont dit auprès de vous, tout à l'heure, je vais retourner à l'Assemblée pour défendre le service public forestier, qu'on pense à tous ceux qui craquent, tous ceux qui se suicident. L'ONF, c'est 50 suicides en quelques années, là, en 10 ans. Il y a des suicides, on en a parlé dans plein de services publics. Quand est-ce qu'on va arrêter d'accepter ça? Quand est-ce qu'on trouvera ça normal que dans notre République, des gens se suicident parce qu'ils veulent faire leur boulot correctement au service des autres? Et oui, nous avons de la force. Et il y a des victoires qui nous donnent de la force. Alors je pense notamment à la première victoire d'Anthony Smith. Et celle-ci, on doit l'acclamer haut et fort. Oui, ils viennent d'admettre que la sanction sur Anthony Smith était injustifiée. Leur recul, c'est pour montrer que cette sanction est injustifiée et il a réussi à faire démissionner quelqu'un au ministère du Travail et on ne va pas s'arrêter là. Mais je pense aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray avec la grève de la faim terrible qui a été faite. Oui, ils ont eu des victoires. Oui, Gaël Tirante et les postiers ont obtenu une victoire après un rapport de force incroyable de 15 mois de grève. Ces victoires-là, il faut qu'on capitalise dessus. Et nous, aujourd'hui, on a la force. On a la force pour aller dire, maintenant, après cette crise sanitaire, on veut l'augmentation des salaires, on veut des services publics de qualité, on veut pouvoir avoir une inspection du travail indépendante, on veut pouvoir avoir un temps de travail qui est réduit dans la semaine, dans la vie, et notamment la retraite à 60 ans. Et c'est juste pour terminer mon propos, on a cette force du nombre. On a cette force du nombre pour combattre ces puissances de l'argent. Et on va les faire reculer pour finir ce monde de malheur. Et je voudrais terminer par des mots d'Aimé Césaire que j'aime beaucoup et qui, j'espère, nous donneront aussi la force d'aller tourner la page de ce monde absurde et qui disait «
nous ne laisserons pas le monde aux assassins d'Aube. Nous ne laisserons pas, nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'Aube. Merci à vous d'y contribuer si fortement, parce qu'aujourd'hui, les visages que vous êtes, c'est les visages qui permettent à tant de gens de rester debout et de combattre. Donc merci de tenir, et on va continuer pour gagner. Donc là, c'est à Anthony Smith, du ministère du Travail, inspecteur du travail. On s'excuse juste auprès de tous ceux qui nous suivent par YouTube ou Facebook. Parfois, c'est dû au débit. Internet dans la salle, il y a des petites coupures, mais c'est en train d'être réglé. Donc place à Anthony. Ouais, bonsoir à toutes et tous. Je voulais d'abord vous dire merci, en fait. Alors, je sais, en vous disant merci, les camarades vont me dire « Arrête de dire merci, tu dis merci tout le temps. » Mais je vais vous dire pourquoi je dis merci. Je vous dis merci à toutes et tous aujourd'hui parce que pendant des années, comme militant syndicaliste, j'ai défendu des collègues, j'ai défendu des camarades qui connaissaient des coups durs, des coups très durs. Et le jour où moi, j'ai subi un coup très dur, depuis 5 mois, eh bien, il y avait avec moi, derrière moi, à côté de moi, devant moi, des centaines, des milliers de citoyens, de collègues et de camarades et du collectif qui nous ont soutenus. Et cette solidarité, cette force-là, eh ben, c'est notre richesse, on doit la cultiver et c'est aussi pour ça qu'on doit lutter aujourd'hui tous ensemble. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que... Alors oui, je suis suspendu depuis... j'ai été suspendu pendant 4 mois. J'avoue que quand j'en parle... Je considère que c'est totalement surréaliste encore aujourd'hui, cette histoire-là. J'ai été suspendu pendant 4 mois pour avoir, pendant Covid, demandé à un juge indépendant d'ordonner la mise à disposition d'équipements de travail pour des aides à domicile. Et ça, évidemment, ça a été considéré par ceux qui dirigent comme étant inacceptable, et ils m'ont suspendu. Je le dis d'autant plus que cette action-là, je l'ai menée dans un secteur qui est celui des aides à domicile, et je veux leur rendre hommage. Je pense aux délégués syndicaux de cette structure, je pense aux salariés de cette structure, de toutes ces structures-là, qui pendant Covid, et il y a d'autres malheureusement qui ont subi également, ont été complètement oubliés de cette situation-là, et qui vient s'ajouter à des conditions de travail qui sont dans ce secteur particulièrement désastreuses, avec des payes de misère, avec des horaires assurés, avec des conditions de travail extrêmement difficiles pour un public, pour des salariés qui sont massivement des femmes et qui travaillent à temps partiel dans des conditions extrêmement dures. Et ça aussi, il faut le souligner, leur rendre hommage, elles ont été complètement oubliées dans cette séquence-là. Alors, toute l'action que j'ai conduite dans cette structure, elle ne s'est pas faite de façon extrêmement facile. Pour le dire autrement, il y a toute une série de pressions et d'influences qui ont été documentées dans cette affaire-là. L'inspection du travail, vous savez, c'est un tout petit corps. C'est d'ailleurs un trop petit corps. C'est 1870 inspectrices et contrôleurs du travail pour près de 20 millions de salariés dans ce pays. Ça, c'est la réalité de l'inspection du travail. C'est un petit corps, mais c'est un petit corps qui a une longue histoire. L'histoire sociale de l'inspection du travail, elle est antérieure même à la création du ministère du Travail en 1906. Et cette inspection, elle a été créée avec une idée majeure. C'est que les lois sociales qui étaient mises en œuvre dans ce pays, elles supposaient un corps social pour contrôler leur application. Parce qu'on n'est pas à égalité dans la relation de travail. Dans la relation de travail, on est subordonné à une aliénation aux ordres du patron et à l'organisation du travail dans l'entreprise. Et cette situation-là, cette création de l'inspection, elle s'est faite avec des garanties pour les inspecteurs du travail, qui étaient notamment des garanties d'indépendance organisées par une convention internationale qui garantit l'indépendance des salariés. Aujourd'hui, cette indépendance, elle a été manifestement attaquée, bafouée dans cette affaire-là, et ça aussi, il me semblait important de le souligner. Parce qu'après s'être attaqué au Code du travail, les camarades l'ont rappelé à de multiples reprises. Aujourd'hui, on s'attaque à l'inspection du travail. En fait, on s'attaque à l'ensemble du salariat, et par-delà, on s'attaque à tous ceux qui protègent le salariat aujourd'hui dans ce pays, et ça, c'est dramatique. Alors, il faut quand même terminer par une note qui est plus gaie, surtout qu'il me reste quasiment plus de secondes dans mon temps, mais juste de dire qu'après 5 mois de bataille, 5 mois de bataille unitaire et large, on a obtenu
en moins d'une semaine 2 reculs qui sont conséquents. Alors des fois, on a même du mal à les regarder, ces reculs-là, et même à les comprendre et les analyser parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas coutumier de tels reculs. Mais en une semaine, effectivement, j'ai été réintégré dans ma région d'origine et j'ai été réintégré à l'inspection du travail puisqu'on souhaitait me mettre dans un placard dans un autre département. Et en même temps, samedi dernier, le directeur général du travail, la plus haute autorité de l'inspection du travail, a démissionné. Donc oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Mais on s'organise, on se défend et comme on le dit souvent, on lâche rien. Bonsoir à tous, je m'appelle Thomas, je suis infirmier au CH du Rouvray, près de Rouen, je suis représentant sud au CHSCT. Alors au CH du Rouvray, en mars, en plein Covid, la direction a produit une note de service qui obligeait les agents à faire sécher les masques à usage unique pour les réutiliser sur plusieurs jours et qui interdisait le port du masque aux patients psy-Covid+, au prétexte qu'ils seraient incapables de les gérer et que de ce fait, ils dissémineraient le virus. Cette note de service a été publiée sur Facebook par le collectif des Blouses Noires pour la dénoncer. Et on est un certain nombre à l'avoir partagé et commenté, y compris pas très poliment, notamment en ce qui me concerne, et puis en ce qui concerne Philippe, qui est mon collègue du Rouvray, qui est ici aussi. Quelques jours après, 9 agents en tout ont été convoqués pour une enquête administrative qui débouchera sur une mutation interne punitive pour un cadre de l'hôpital et sur 2 procédures disciplinaires contre Philippe et moi. En fait, on sera viré 10 jours pour lui et 15 jours pour moi, sans solde, dont 5 jours de sursis. Alors initialement, on a appris que la direction voulait nous faire révoquer de la fonction publique. Puis finalement, on a encouru plutôt une suspension de 2 ans sans solde. Puis finalement, ça aura été 15 jours. Alors, il y a 2 choses qui ont permis cette rétrogradation de la direction. Évidemment, il y a eu la mobilisation et le soutien des collègues et des gens à l'extérieur. Et puis surtout, il y avait le fait que la direction du Rouvray ne pouvait pas cacher qu'avec cette note indigne, elle avait mis en danger des agents, des familles, des patients, et qu'elle avait discriminé des patients psy, ce qui, pour un hôpital psychiatrique, est quand même hallucinant. Alors, si cette initiative interpro de lutte contre la répression du travail existe, c'est que nous avons constaté que nous étions concernés par la même vague de répression à l'encontre des militants, des syndiqués et des contestataires. Je dis concernés, je ne dis pas victimes, c'est à dessein. Alors bien sûr, nous subissons des pressions, des sanctions, des menaces. Mais pour autant, endosser le statut de victime serait réducteur. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des gens qui faisons correctement leur travail. Nous sommes des militants. Nous sommes des gens en lutte. Ces combats, nous les menons depuis longtemps. Nous tous qui sommes là devant vous ou dans la salle. Et c'est bien pour ces combats que nous sommes visés. Et ce sont des prétextes qui ont été avancés pour nous nuire. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est de ça dont il s'agit. D'un combat contre l'injustice, contre la dégradation des conditions de travail, voire de vie, d'un combat contre la violence des patrons, du gouvernement ou de l'État. On prend des coups parce que ce contre quoi nous nous battons n'est pas inerte. En face, ça se défend, ça attaque, ça ne veut pas lâcher l'affaire et ça fera tout pour se débarrasser de nous. Ça ne veut pas dire que les sanctions contre les militants sont acceptables, absolument pas. Mais ça veut dire que la riposte des patrons, des directions et du gouvernement, elle est à la hauteur de nos engagements. En d'autres termes, s'ils nous frappent aussi fort sur la tête, s'ils déploient autant d'énergie et de moyens pour nous bâillonner, pour nous casser, ou en tout cas pour essayer, c'est parce qu'on les emmerde. Pourquoi est-ce qu'ils s'occuperaient de nous si on était inoffensif pour eux ? Pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à nous déglinguer à ce point-là s'ils ne pensaient pas que nous sommes dangereux pour eux ? Car oui, on peut en être sûr, nous leur mettons des bâtons dans les roues, nous les empêchons de faire ce qu'ils veulent, nous empêchons d'installer tranquillement un système dont nous ne voulons pas. Alors je tiens à le dire à mes collègues réprimés, et puis à vous tous présents, ou ceux qui suivent le meeting sur les réseaux, si vous subissez cette vague de répression, c'est que dans votre action syndicale militante et contestataire, vous êtes bon. Vous êtes même très bon. Et c'est bien pour ça qu'il faut continuer dans nos actions. Il ne s'agit pas uniquement de se défendre, il faut continuer à attaquer. Je crois que là où il y a de la répression, il y a une lutte à intensifier et à approfondir. Je crois que là où il y a de la répression, il y a un gouvernement, une administration, une direction qui sont aux abois et qui probablement n'ont jamais été aussi proches de tomber. Alors pour terminer, on a eu un petit échange de vues entre nous pour déterminer qui était responsable de cette répression. Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que ce sont nos directions ? Je pense que les uns ne peuvent pas fonctionner sans l'aide des autres. C'est un système, tout simplement.
Il n'y a donc aucune raison de laisser tranquille l'un ou l'autre des rouages de ce système. Peu importe sur lequel de ces rouages on fera action, ce qui compte, c'est de lutter et de continuer à lutter comme nous le faisons. Merci. Et toujours dans la santé, après l'hôpital du Rouvray, Anissa, qui travaille en EHPAD. Bonsoir à tous. Je me présente. Moi, c'est Anissa Amini, aide-soignante en EHPAD, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Ça fait 21 ans que je travaille auprès de la personne âgée. Donc voilà, je tenais aussi à le préciser. Je suis élue au CHSCT, donc Comité d'hygiène et de sécurité, au CTE, au Conseil de vie sociale. Je suis élue aussi au Conseil d'administration. Je représente le syndicat Sud Santé Sociaux 93. Donc comme vous pouvez le constater, je représente un peu toutes les instances de l'établissement. Je représente les salariés de l'EHPAD. En fait, moi, mon histoire, c'est simple. Pendant l'épidémie du Covid-19, j'ai alerté ma direction sur les conditions de travail, sur le manque de matériel dans l'EHPAD, suite aux plaintes, aux angoisses, aux appels de jour, de nuit de mes collègues sur le terrain, suite aussi à des remontées donc, de mes collègues, en l'occurrence de mon collègue du syndicat aussi Sud Santé, qui m'alertait sur ce qui se passait à ce moment-là. Moi, étant confinée par l'ARS, étant habitante de l'Oise à la base, au début de l'épidémie, je n'étais pas sur place. Donc j'ai alerté ma direction avec mon collègue, on a alerté, on a envoyé des mails, on a alerté l'ARS, on a alerté la mairie, on a alerté un peu tout le monde, sans réponse. On réclamait un CHSCT exceptionnel, qui avait déjà eu lieu d'ailleurs dans plusieurs établissements de santé, pas chez nous. On voyait aussi au niveau de la télévision qu'on parlait beaucoup des services de réanimation, énormément, des collègues sur le terrain, en réa. Nous, en EHPAD, on ne parlait pas trop de nous. On était un peu les oubliés, en fait. Donc les oubliés au niveau de la direction, les oubliés au niveau de la presse, les oubliés un peu au vu de tout le monde, en fait. Donc au bout d'un moment, on s'est dit on va alerter, parce que là, ça commençait à bien faire. Sur le terrain, ça commençait à devenir catastrophique. Les angoisses des collègues, c'était horrible. Donc, on a tous des enfants, on a tous des familles. Je pense qu'on a tous eu peur au départ de cette épidémie. Sauf que nous, sur le terrain, il n'y avait personne pour rassurer les agents. La direction n'était pas là, personne pour leur répondre, personne pour leur expliquer pourquoi pas de masque, pourquoi on doit fonctionner comme ça, les rassurer. Il s'est passé plein de choses. Les agents, les camarades sur le terrain ont souffert, mais vraiment je le dis, parce que les gens ne se rendent pas compte que oui, effectivement, on a eu des décès, en EHPAD, on a eu des décès, des résidents avec qui on vivait tous les jours. Donc c'est notre famille en fait, faut le dire, parce que le métier de soignant, on le fait quand même avec le cœur. Et les gens ne se rendaient pas compte que, voilà, lors du décès, quand même, il était demandé aux agents de mettre ces personnes dans des sacs mortuaires, chose que nous, on n'est pas censé faire en EHPAD. Ça, c'est pas notre travail. Nous, on est là pour accompagner. Voilà. À la fin, on est là aussi pour être auprès des familles, pour finir avec la personne dignement. Là, c'est pas ce qui s'est passé pendant cette épidémie Covid, et tout le monde le sait. Donc oui, j'ai alerté, j'ai donné mon nom, j'ai pris la responsabilité. J'ai été... Donc, dû à ça, il faut bien se douter que, bien sûr, il y a eu des répercussions. J'ai été convoquée le 6 juillet à un entretien préalable, à un conseil de discipline, par ma direction. Ce jour-là, mon syndicat, donc le syndicat Sud Santé, a organisé un rassemblement devant l'EHPAD. Donc, je remercie encore les gens qui étaient présents ce jour-là. Il y a eu énormément de monde, de tous bords. Voilà, il y a eu des partis politiques qui sont venus, le Parti communiste. Il y a eu des députés, une députée de la France Insoumise, Anne-Sophie Pelletier, qui s'est déplacée de Bruxelles pour venir, des médecins, la maire adjointe de Sevran. Il y a eu énormément de monde. Il y a eu des collègues de la CGT, voilà, pour dire aussi que oui, on représente des syndicats, mais voilà, ce collectif aussi représente vraiment une union, on va dire, intersyndicale, puisque
on a tous vécu la même chose, on est tous dans la même galère. On est tous dans la même galère. Au jour d'aujourd'hui, je tiens à dire que, voilà, moi, j'ai passé 3h30 avec ma direction qui, ce jour-là, au vu du rassemblement, a transformé l'entretien en enquête administrative. Donc voilà, elle est sortie, hein, il y avait des journaux, elle l'a dit ouvertement. Donc on a passé 3h30 avec mon secrétaire général, avec mon collègue David, pour qu'à la finalité, on me dise que, au vu d'une enquête administrative, ils avaient 3 ans pour me donner une sanction ou pas. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, je suis dans le néant, je ne sais pas si je vais être sanctionnée, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête, je ne lâcherai pas l'affaire, ça c'est sûr et certain, j'irai au bout. Pour moi, le combat que l'on mène tous ensemble, c'est un combat qui est très très important. Voilà, pour l'avenir des jeunes, l'avenir de la santé, l'avenir des métiers des cheminots, l'avenir de tous les métiers qu'il y a en France, l'éducation, le social, c'est terrible parce qu'on se rend compte vraiment que ça touche tous les milieux professionnels. Et ça, il faut vraiment que les gens ils se rendent compte et qu'ils ouvrent les yeux. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que voilà, on subit une répression, voilà. Une politique de management, de répression, c'est exactement ça. Les directeurs, quand on écoute nos histoires, il y a des similitudes, c'est abusé, quoi. On se dit, mais c'est pas possible. Et en fin de compte, on a l'impression que ces directeurs, ces managers, ils sortent tous des mêmes écoles, en fait. On leur apprend à taper sur les doigts, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de partage. Tout ça, ça n'existe pas. Moi, chez moi, dans mon EHPAD, la répression, elle continue. Ma direction, elle a fait en sorte de monter certains agents qui, malheureusement, ont été manipulés. Mais par contre, j'ai été soutenue aussi par énormément de collègues aussi sur le terrain. J'ai mon collègue David qui est là. Je tiens à en parler ce soir, à prendre quelques minutes pour lui aussi. Voilà, ça fait, allez, on va dire 8 fois, même si c'est 10, David, qu'il demande à partir à l'école d'aide-soignant. Il est agent des services hospitaliers. Au jour d'aujourd'hui, la direction lui refuse encore de partir à l'école d'aide-soignant. Donc voilà, c'est ça aussi d'être fonctionnaire. C'est-à-dire on vous empêche d'évoluer dans votre carrière. On vous bloque et ces directeurs, malheureusement, ils ont le pouvoir. Voilà, ils ont le pouvoir et voilà comment ils s'en servent. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, on veut nous réprimer. Nous, on veut nous empêcher de parler. Nous, les délégués syndicaux, on veut nous mettre des bâillons. On veut nous interdire de parler. Alors que ce qu'on dénonce, c'est la vérité. Moi, tout ce que j'ai dit aux journaux, c'était la vérité. J'ai toujours été honnête. On est tous honnêtes ici. On est tous là pour défendre les salariés. On est tous là pour défendre notre pain, en fait. Mais ça dérange. Ça dérange ceux qui ont du pouvoir. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'estime qu'on doit être tous ensemble. Franchement, ne restez pas isolés, ne restez pas isolés, n'ayez pas peur, parce que c'est ça qui fonctionne avec eux. C'est comme ça qu'ils nous tiennent, c'est avec la peur qu'ils tiennent. Et donc les gens, ils ont tellement peur de perdre leur travail, de se retrouver sans rien, et surtout des femmes seules, ou alors même des hommes qui sont seuls. Enfin, toute personne de tous bords, les étudiants, regardez ce qu'on leur fait subir. Tout ça, il ne faut pas rester isolé. Il faut absolument qu'on soit ensemble. Et c'est le but de notre collectif. Voilà, c'est d'être ensemble. On ne lâchera pas. On sera sur tous les fronts. On sera là le 12 octobre, voilà, avec les profs. Et on sera là où il faudra. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre présence. Yeah. Ouais. Rendez-vous le 12 octobre. Et donc là, c'est au NPA qui est représenté ici par Cathy qui va intervenir au nom du NPA. Après, donc, dans les soutiens politiques, il y avait la France Insoumise tout à l'heure avec la députée Mathilde Panot. Et maintenant, voilà, le NPA. 4 minutes. Merci. 4 Je ne minutes. m'attendais pas si tôt. Non, je pense que cette soirée, elle est très importante, effectivement. Et il faudrait que ça marque une étape parce que c'est vraiment significatif. Tous ces cas que vous venez d'exposer les uns, les unes et les autres, c'est vraiment toute la même histoire. C'est-à-dire que tout le monde est poursuivi simplement pour avoir fait ce que des militants syndicalistes font depuis des décennies et qui est juste le travail de la défense des intérêts individuels, collectifs des salariés. Et ça fait des décennies que ça a duré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'on a en face de nous un gouvernement, un pouvoir, des patrons qui, tous, autant qu'ils sont, ont perdu leur légitimité. Parce que ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que les réformes des gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, qui succèdent, sont des réformes qui ont fait perdre au mot réforme le contenu de tout contenu positif, tout contenu de perspective d'amélioration.
et l'ont transformé en attaque systématique et généralisée contre les salariés et contre la population. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de légitimité, ils n'ont plus l'illusion que l'on puisse attendre quoi que ce soit d'eux à part des coups. Alors face à ça, et face encore plus à cette crise sanitaire qui se développe aujourd'hui, à la crise économique qui s'enchaîne derrière, eh bien, la répression, le renforcement de pouvoirs de plus en plus autoritaires, que ce soit au niveau du pouvoir politique ou au niveau des entreprises, eh bien, c'est la seule réponse qu'ils puissent apporter. Quand il n'y a plus de légitimité, il y a plus de répression. Et face à ça, effectivement, ça a été dit, mais je crois que notre seul outil, notre seule arme, c'est de se réunir, c'est l'unité, et c'est aussi de faire de cette question de la répression pas simplement une addition de cas individuels, tous aussi scandaleux et révoltants les uns que les autres, mais une question politique, au sens où aujourd'hui, c'est politiquement que le monde du travail est attaqué, et c'est politiquement qu'on a besoin de se défendre. Et ça, c'est la question de comment on peut faire en sorte qu'aujourd'hui, cette réunion, le collectif que vous avez constitué, puisse s'adresser à tous les autres cas de répression, à toutes les autres formes de répression, parce que c'est toute la société que ce gouvernement, que le patronat entend museler, bâillonner et empêcher de commencer à contester un tant soit peu leur manière de, non pas, on ne peut même pas parler de gestion, mais de désorganisation. Chaque chose qu'ils mettent en place, c'est juste un peu plus de désorganisation qui nous impose à nous de trouver des ressources, des moyens, d'abord de résister, d'abord de nous défendre, de nous protéger, mais aussi de passer à une autre étape, qui est celle de la contestation de leur droit à continuer à le faire et à dominer. Alors aujourd'hui, il y a des perspectives. La perspective de l'unification de toutes les luttes contre toutes les formes de répression. Celle des centaines de gilets jaunes. Encore ce week-end, on s'est retrouvé avec 300 interpellations, rien qu'à Paris. Ils prétendent qu'à Paris, il y avait 3000 personnes dans la rue. D'après leurs chiffres, 300 interpellations préventives. C'est complètement délirant. Des gens qui se sont retrouvés en garde à vue pour simplement avoir eu un casque de vélo et des lunettes de piscine. Et c'est 24 heures de garde à vue. C'est aujourd'hui des gilets jaunes par centaines condamnés, emprisonnés. Et je voudrais avoir une pensée pour Roland Veuillet, qui aujourd'hui est depuis 4 mois en prison, simplement pour avoir manifesté. C'est aujourd'hui, parce que c'est à la fois la poursuite, les sanctions disciplinaires, secteur par secteur, mais c'est aussi la criminalisation des militants syndicalistes, avec la condamnation d'Olivier Silam à Nice, qui lui aussi a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, simplement pour avoir manifesté et crié très fort ce qu'il pensait de la police, alors que des syndicalistes d'Alliance voulaient s'insérer dans un cortège syndical où ils n'avaient absolument pas leur place et rien à faire. Alors aujourd'hui, face à ça, effectivement, c'est l'enjeu de réussir à unifier ces luttes, ces résistances, avec celles aussi des quartiers populaires, de ces Noirs et ces Arabes dont parlait Ahmed tout à l'heure, qui subissent depuis des décennies la répression. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que les flics, ce n'est pas parce que le gouvernement s'attelle à réprimer les syndicalistes ou les manifestants qu'il oublie de le faire dans les quartiers populaires. Alors l'arc, il est large. C'est tous qui sont attaqués et c'est toutes et tous ensemble qu'il faut qu'on prépare l'unité et la résistance dont on a besoin pour passer, d'abord pour résister, d'abord pour se protéger mutuellement et aussi pour passer à l'offensive. Alors c'est à Vincent de la CGT-FAPT, postier, dans le 78. Et après, ça sera lutte ouvrière. Ouais, bonsoir à tous. Je commencerai par une petite donnée qui m'a bien plu, là, que j'ai lue il y a quelques jours, pour planter un peu le décor. Bon, ça ne sera pas une grande surprise pour beaucoup d'entre nous. Mais il y a un truc donc, qui est sorti, c'est que Jeff Bezos, là, le patron d'Amazon, la plus grande fortune mondiale,
En fait, s'il y a un calcul qui a été fait, si aujourd'hui donner une prime de 106 000 $ à chacun de ces 876 000 salariés dans le monde, ils seraient aussi riches qu'au début de la pandémie, c'est-à-dire il y a 4 mois. Voilà. Sinon, je suis syndicaliste à la Poste, du coup, je suis représentant CGT dans les Yvelines. Et en fait, moi, j'ai été réprimé. Alors, en fait, je suis passé pour la 4e fois là récemment en discipline, mais du coup, particulièrement là, parce que on s'est mobilisé en fait avec mes collègues de Versailles. On était en grève pendant 43 jours en décembre-janvier dernier, et tout simplement, en fait, il faut bien comprendre qu'on est réprimé parce qu'on a fait grève. Hein. La direction s'en cache à peine. Elle a manipulé pour ça des collègues, d'autres collègues, c'est-à-dire qu'elle a accusé, elle a fait faire des faux témoignages. En fait, on a un directeur d'établissement qui a forcé des collègues à faire des faux témoignages en disant qu'on les avait séquestrés. Alors c'était un peu surprenant parce que d'habitude c'est plutôt les patrons qu'on séquestre et c'est pas les collègues. C'est un peu étrange déjà comme accusation, mais en fait, on n'avait strictement rien fait dans cette affaire. Hein. Il y avait juste un rassemblement devant un lieu un bureau de poste, et du coup, on était 5 au départ à être réprimés avec mes collègues, donc Adrien, Gilles, Nicolas et Eduardo. On est passé d'abord en fait en entretien préalable le 6 février dernier. Et en fait, on était déjà du coup à la 4e grève plus ou moins longue depuis septembre sur le centre courrier de Versailles. Et en fait, ce qu'a réussi la Poste, c'est à faire la 4e grève, c'était la plus forte en fait de très loin, parce que en fait, quand ils ont touché aux collègues, aux facteurs qui font leur boulot tous les jours et qui demandent qu'à avoir de meilleures conditions de travail. Là, ça a été la grève massive et il y avait plus de 95% des facteurs et des employés du centre courrier de Versailles qui étaient en grève ce jour-là. Et du coup, en fait, ce que ça a donné déjà, c'est une première victoire très importante parce que on n'a vraiment pas l'habitude, en fait, quand on est convoqué en discipline, que la Poste lâche l'affaire au milieu des procédures. Mais là, on a quand même 3 donc, de ces collègues qui ont été blanchis totalement, qui n'ont aucune sanction, et un qui a pris un blâme. Et alors moi, par contre, comme je vous disais, j'étais déjà passé 3 fois en discipline. Donc là, je suis repassé une 4e fois, donc avec la suspension du Covid, etc. Le conseil de discipline n'a eu lieu que le 31 août dernier. Et du coup, la sanction qui est réclamée, normalement, là, je suis dans l'attente en fait, de recevoir un recommandé pour confirmer la sanction. C'est une sanction de 3 mois de mise à pied sans salaire, quand même. Donc, il faut aussi faire... C'est un truc qu'on ne dit pas souvent, nous, les postiers, mais c'est quand même des mises à pied qui sont... Bon, on a eu quelques collègues fonctionnaires. En fait, il faut savoir que les entreprises... que ça soit directement l'État ou les entreprises qui en viennent ou qui en dépendent un peu, on a des sanctions quand même qui sont complètement délirantes par rapport au privé. Hein. C'est-à-dire que dans une boîte du privé classique, logiquement, on n'entend pas des collègues qui prennent 3 mois de mise à pied, quoi. C'est quand même des sanctions extrêmement lourdes. Et du coup, enfin voilà, c'est ce qui est particulièrement grave dans cette affaire. Donc, comme je disais, c'est qu'ils s'attaquent aux grévistes et à ceux qui tentent d'organiser les grèves, et en plus avec des méthodes de voyous, littéralement. Hein. C'est-à-dire que un des points aussi importants de cette affaire, c'est quand même que notre directeur d'établissement, celui de Versailles, qui était celui en place pendant la grève, a été placé en mise à pied conservatoire le 18 mai dernier, et qu'il est passé hier justement en conseil de discipline lui-même. C'est-à-dire qu'en fait... il a commis des faits tellement graves à notre encontre sur ces fausses accusations, etc. Et bien, sur bien d'autres faits, hein, parce qu'il y a plein, je ne peux pas vous raconter tout ici, mais mon dossier disciplinaire, par exemple, il faisait 200 pages, il était rempli de plaintes, de mains courantes dans les commissariats, etc., où ce directeur baratinait n'importe quoi sur la grève. Et donc... voilà, enfin, c'est un truc qui n'est pas non plus commun, et c'est aussi une victoire qu'on a obtenue en plus de la relaxe pour
3 de nos collègues. C'est aussi une victoire d'avoir dégagé ce directeur qui était vraiment haï par l'ensemble des collègues de l'établissement et qui est du coup en mise à pied conservatoire depuis 4 mois et dont on attend bientôt la sanction, quoi. Donc voilà, écoutez, c'est pas plus long. C'est la grève. C'est la grève. C'est la grève. Et place aux représentants de Lutte ouvrière encore dans les soutiens politiques. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Jean-Pierre Mercier pour Lutte ouvrière. Concernant les attaques patronales et gouvernementales contre les militants, je travaille à PSA, une boîte industrielle Peugeot Citroën, bien connue, et on connaît bien les attaques de notre patron, qui est un vrai patron de combat. Il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça maintenant, 9 militants CGT intervenaient dans un bureau pendant 7 minutes auprès d'un chef d'équipe pour faire respecter quelques droits d'un salarié qui revenait d'arrêt maladie. Dépôt de plainte, demande de licenciement, garde à vue, derrière condamnation en première instance, cour d'appel, condamnation aussi. Donc ils ont les mois de prison avec sursis, ils sont passés de 6 à 3, mais il y avait plus de 20 000, il y a eu plus de 20 000 euros d'amende, et ça s'est passé en 2 ans. Pour vous dire aussi, la justice patronale à l'intérieur des entreprises est expéditive, mais ça on le sait, mais la justice gouvernementale pour les militants ouvriers est aussi expéditive. Il y a plein de politiciens véreux qui aujourd'hui ont fait beaucoup de choses dans l'illégalité qui ne sont même pas encore convoquées. Beaucoup de choses ont été dites et je vais être très court. Bien sûr que nos patrons et le gouvernement nous attaquent en tant que militants syndicalistes, en tant que militants ouvriers, parce qu'on défend les intérêts des salariés, tout le monde l'a dit. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis convaincu que ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas la raison principale. Quand vous regardez tous les copains qui sont sur la tribune, ils sont tous militants, mais ils sont militants d'une certaine perspective, d'une certaine philosophie. Ils sont militants des luttes collectives, des luttes sociales. Et ça, c'est ça qui pose le problème au patronat et qui pose le problème au gouvernement. Parce qu'au-delà de nos personnes, on est des individus qui font partie de collectifs, quelle que soit l'étiquette syndicale, on représente quelque chose. Mais on peut faire peur. Mais la vraie peur que les patrons ont, ce n'est pas forcément de nous. C'est derrière l'ensemble des salariés, l'ensemble des travailleurs. C'est de eux qu'ils ont peur. Et qu'il y ait des femmes et des hommes dans leurs entreprises, dans les administrations, quel que soit le lieu de travail, qui défendent cette idée fondamentale pour le droit du travail, qu'on ne peut rien obtenir sans lutte sociale, sans lutte collective, avec un programme de combat, avec des objectifs de combat, avec des revendications. Eh bien, ça, c'est ça qui les inquiète. Comprenez que s'ils pouvaient nous démoraliser, s'ils pouvaient nous mettre un genou à terre, s'ils pouvaient faire en sorte qu'on abandonne le combat, ils pourraient espérer, les patrons, que derrière, les travailleurs, eh bien, ils ne mènent pas le combat. Mais ça, c'est une politique patronale qui est vouée à l'échec. Et il faut qu'on s'en convainc, je suis certain qu'on est tous convaincus de ça. Parce qu'ils savent, eux, qu'en donnant des centaines de milliards aux grandes entreprises, alors qu'il y a de plus en plus de chômeurs qui crèvent de faim, qu'il y a de plus en plus de précaires qui se sont retrouvés au chômage, ça ne peut pas durer longtemps. Et à un moment donné, ça va craquer. Que les conditions de travail qui explosent, la rentabilité qui explose, que le nombre de chômeurs explose, et qu'à un pôle de la société, ces milliardaires, ces capitalistes s'en mettent encore plein les poches, et ça déborde de pognon, eh bien, dans cette crise économique qui va s'accentuer, qui est en train de s'approfondir, forcément, les tensions sociales vont s'approfondir et vont se développer. Et c'est là où le monde du travail a besoin de femmes et d'hommes qui aient conscience qu'il faut défendre une philosophie, une perspective politique
de lutte collective, de lutte sociale. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi durs envers nous. Tous les copains ici, ils défendent les luttes sociales. Ils défendent cette idée qu'individuellement, quand on est un salarié, quand on est un travailleur, on ne peut pas grand-chose. On est très fragile face à notre patron. Et c'est ça qu'il faut absolument continuer à défendre autour de nous. Bien sûr qu'il va falloir continuer à être unis, solidaires, parce que c'est une protection face à nos patrons. Mais surtout, il faut que cette conscience politique qu'il y a parmi les militants, il faut qu'elle se développe, il faut qu'elle s'émancipe, qu'elle prenne encore plus d'ampleur, parce que demain, quand les travailleurs ils se mettront en bagarre, quand il y aura ce vrai coup de colère, il faudra qu'on y aille franchement, il ne faudra pas qu'on s'arrête à mi-chemin, et pour ça, on a besoin des femmes et d'hommes conscients, combatifs et déterminés. Bon courage à tous. Donc là, c'est à Gaël qui rentre de la Poste du 92. D'abord, je ne peux pas commencer cette intervention sans effectivement rappeler que rien que sur la première année du mouvement des Gilets jaunes, c'est 3000 condamnations qui ont été perpétrées, 10 000 gardes à vue, rien que sur la première année. Sur ces 3000 condamnations, 1000 ont été emprisonnés à de la prison ferme, 1200 à du sursis. On ne peut pas commencer ici, et de fait, ce collectif qui part du travail, son objectif, c'est d'élargir. On ne peut pas ne pas élargir. On ne peut pas oublier la famille Traoré. On ne peut pas oublier Jérôme Rodriguez. On ne peut pas oublier Antonin Bernanos, qui est un militant antifasciste, qui simplement sur la dénonciation d'un fasciste de génération identitaire se retrouve aujourd'hui obligé et interdit de pouvoir se déplacer sur Paris. Mais on doit saluer l'initiative des camarades de l'éducation qui ont pris comme initiative, à partir des réprimés, de s'adresser, quels que soient les syndicats, quels que soient les secteurs, quels que soient aujourd'hui, en fait et en réalité, nos points de vue sur la lutte générale, mais de se dire, à partir des réprimés, on doit, de manière la plus unitaire possible, faire front. Parce qu'en face, ils n'ont jamais aucune brèche. En face, ceux qui mènent ces politiques contre le chômage, contre le climat, contre nos vies, contre notre avenir, ils ont un plan de mobilisation. Si en face, on n'a pas un plan de mobilisation, si en face, on n'est pas capable de faire le minimum, aller à un procès de réprimé, aller au commissariat pour un camarade qui se retrouve réprimé, aller auprès d'un camarade qui est dans une commission disciplinaire, c'est la base. Mais effectivement, que la question essentielle, et si aujourd'hui ils tapent aussi fort, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on remette en cause les fondements de leur société, de leur système. Ils ont peur que, effectivement, on veuille tout, qu'on veuille décider dans nos entreprises, qu'on veuille décider dans nos quartiers, qu'on veuille décider dans nos universités. Donc bravo aux camarades de l'éducation, du comité de soutien des Trois de Mai d'avoir pris cette initiative. Et on espère bien que ça va aller plus loin. Et on espère bien qu'on va faire en sorte que justement aujourd'hui, pas juste sur des entreprises dites du public, parce que bon, la Poste, Jacques Tati, c'est fini depuis longtemps, la majorité c'est des salariés de droit privé. En 15 ans de boîte, j'étais à 1400 € net. Bon, c'est une boîte d'exécution. Il faut que les camarades de PSA Poissy en soient. Il faut que les camarades aujourd'hui qui sont dans les entreprises, qui vont être victimes des licenciements en soient. C'est très important que justement